Les endroits dans lesquels les eaux ont débordé aujourd'hui, ce sont des endroits qui ne sont pas autorisés pour qu'il y ait des habitants. Telsat nous prévient encore que ce n'est pas encore fini. D'ici les 15 ou bien les 18, est-ce que vous pensez que ces ministres-là font réellement leur travail? Il y a des endroits qu'on ne pouvait pas construire. La négligence de la part du gouvernement, il y a une faiblesse de l'autorité de l'État. L'État est pratiquement absent. Le gouverneur n'a pas bien géré. Et qu'est-ce que le nouveau gouverneur a hérité de l'ancien gouverneur? Les immondices par-ci, par-là, les routes totalement délabrées, des trous par-ci, par-là. Est-ce que Daniel Bumba apporte une vision? Ah, mais ils ont totalement raison parce que ce sont le vieux qui ont prouvé de quoi ils sont incapables. Ils pensent que les vieux ont échoué pendant qu'ils étaient là. Ils Exactement. Ont bien fait. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il suffit juste que le chef de l'État fasse confiance à la jeunesse. Aujourd'hui, notre armée est fortement infiltrée. Doubler la solde de militaires, c'est déjà une façon d'anticiper ce qui a été déjà dit dans la loi. Le chef de l'État doit s'entourer de gens qui partagent la même vision que lui. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la base de ça et pourquoi cela revient toujours chaque année. Mesdames, Messieurs, ça a été toujours un plaisir d'être là pour vous présenter une interview. L'actualité reste dominée par la catastrophe naturelle avec la pluie à Kinshasa, la capitale congolaise qui a fait plus de 20 morts. On parle de plus de 500 déplacés. Heureusement que le gouvernement congolais a pris déjà en charge certains déplacés qui ont perdu leur maison. Nous allons aussi parler des consultations nationales avec le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Tshisekedi, professeur Eberand, qui consulte déjà pour le gouvernement d'union nationale que tous les Congolais attendent pour que nous puissions vaincre l'ennemi dans la partie est de la RDC. Certains appellent ça un gouvernement de combat, les autres un gouvernement qui va mettre en place l'opposition, la majorité et bel et bien la société civile. Et nous allons chuter avec un programme costaud de notre invité, Michel Michoma, qui a présenté un projet sur l'amélioration des conditions des militaires et pourquoi pas les primes et les salaires. Mais je crois qu'il a été déjà écouté par le gouvernement congolais. Je vous dis à ces jours, les militaires et les policiers touchent le double de leur solde. Donc, c'est pourquoi nous avons encore fait appel à lui pour essayer d'approfondir. Est-ce qu'il est content? Bien, il y a encore d'autres choses qu'il faut améliorer. Michel Michoma, bienvenue pour une fois de plus. Merci beaucoup. Voilà, directement, première question. Plus de 20 morts à Kinshasa après la pluie abondante que nous tous nous avons vécu dans certaines communes, quartiers. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Mais certains Congolais parlent aussi de la mauvaise gestion de gouverneur de la ville. Un mot? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire merci pour l'invitation que vous me renouvelez. Et l'occasion que vous me donnez également d'aborder des questions liées à l'actualité. Je tiens de prime abord souhaiter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, tous qui ont perdu les leurs, tous qui sont victimes de cette catastrophe naturelle. Certainement, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la base de ça et pourquoi cela revient toujours chaque année. Parce que aujourd'hui, peut-être ceux qui n'ont pas tiré attention l'année passée, on a vécu presque la même chose. Il y a eu coupure de la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala, et les gouvernements s'étaient déployés également. Et pourquoi la question qu'on doit se poser, pourquoi cela revient toujours à chaque année? Et c'est toujours pratiquement au même mois. Donc, il y a possibilité qu'il y ait de mesures préventives qui sont prises pour que cela ne puisse pas toujours endeuiller les familles congolaises, les familles quinoises. Donc, on peut aujourd'hui, c'est vrai dire, il y a d'un côté, s'il faut établir des responsabilités, il y a un côté, la négligence de la part du gouvernement, la négligence de la part des autorités provinciales et urbaines,
mais également il y a la négligence de la population elle-même. Parce que au bord de la rivière d'Ndjili, la rivière qui a débordé aujourd'hui, je crois que le plan urbanistique ne prévoit pas qu'il y ait des constructions tout autour. Exactement. Il y a tout un plan qui a été élaboré et qui démontre noir sur blanc que les endroits dans lesquels les eaux ont débordé aujourd'hui, ce sont des endroits qui ne sont pas autorisés pour qu'il y ait des habitants. On ne peut pas y construire. Malheureusement, la population, à cause de la faiblesse de l'État, ils se laissent emporter par les charlatans qui viennent leur dire n'importe quoi. Et voilà les conséquences que nous avons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, s'il faut faire un appel, je dirais, l'État doit être visible. L'État doit s'élever pour être permanent et prendre des décisions courageuses pour décourager tous ceux qui tentent d'une manière ou d'une autre de construire. Parce que on peut construire pendant la saison sèche et lorsque nous sommes pendant la saison pluvieuse, les conséquences, ce ne sont pas les membres du gouvernement, mais plutôt c'est la population qui est victime. Donc, je ne pense pas qu'on doit rejeter toute la faute sur les gouverneurs, mais certainement il a sa part de responsabilité comme étant l'autorité urbaine, mais également on doit voir les côtés de la population qui doit être consciente des conséquences qui peuvent venir juste après les décisions qu'elle prend. Donc voilà. Voilà, une information pour vous dire que Metelsat nous prévient encore que ce n'est pas encore fini. D'ici les 15 ou bien les 18, il y aura encore une telle pluie. Exact. Donc, ceux qui sont tout autour des rivières, ceux qui sont dans des endroits un peu, comme on dit, qui n'étaient pas prévus pour la construction, ils devaient déjà déménager parce que d'ici les 15 ou bien les 18, il y aura encore une grande pluie, comme nous prévient Metelsat. Voilà. Une autre question qui se pose. Il y a quand même les ministres de l'urbanisme. Le ministre qui est chargé de savoir, dans cet endroit, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire. Est-ce que vous pensez que ces ministres-là font réellement leur travail? C'est qu'ils sont censés délivrer quand même des documents pour la construction. Il y a des endroits qu'on ne pouvait pas construire. Exactement. C'est là que je dis, il y a une faiblesse de l'autorité de l'État. Il faut les sanctionner alors. Ces ministres-là doivent être sanctionnés. Exactement. Il y a une faiblesse de l'autorité de l'État dans la mesure où, lorsque vous vous rendez dans des endroits comme ceux-là, vous allez trouver que toutes ces constructions-là ont été faites sur base des autorisations de bâtir délivrées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais on se pose des questions pendant qu'il y a un plan d'urbanisation qui existe et qui définit des endroits qui ne peuvent pas être bâtis, mais malheureusement, c'est le même ministère ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions qui délivre les autorisations de bâtir. Et la question, c'est que comment et sur base de quelles études on est parvenu à conclure et à attribuer cette autorisation de bâtir. Exactement. Donc, ainsi, moi, par exemple, lorsque je réfléchis, je me dis, l'État est pratiquement absent. L'État est pratiquement absent et dans moindre de cas, il y a ceux qui tentent de les corrompre et ceux qui sont là sont corrompus comme ça avec de petits des petites coupures de monnaie de billets verts et d'office ils se laissent emporter et délivrent des autorisations de bâtir et voilà les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Voilà, il y a d'autres structures de jeunes, vous êtes aussi jeunes, qui pensent que c'est le moment de faire partir le gouverneur de la ville. Vous avez dit un mot ici sur lui, même si la responsabilité est partagée. Mais on dit à 80%, le gouverneur ne fait absolument rien. Même si vous allez devant son bureau, au niveau de l'hôtel de ville, vous allez trouver qu'il y a toujours des catastrophes, de l'eau stagnante. Donc, il n'y a pas vraiment la bonne gestion au niveau de l'hôtel de ville. Oui, ce qui me retient dans votre question, c'est le concept bonne gestion. Parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, on ne peut pas juger la bonne gestion d'une personne à travers une catastrophe naturelle. Parce qu'une catastrophe naturelle... Gouverner, c'est prévoir, hein? Gouverner, c'est prévoir, mais la catastrophe naturelle, quand elle vient, elle ne s'annonce pas. Je crois que s'il faut trouver d'autres arguments convaincants pour faire partir les gouverneurs, on peut les trouver, mais
porter tout un jugement sur la gestion du gouverneur ne fût-ce que Daniel Bumba. Daniel Bumba, et revenir ça et remettre ça en cause juste à cause de la catastrophe naturelle, je ne crois pas. Je ne partage pas cet avis-là. Il y a certainement les autres indicateurs à partir desquels on peut dire si Daniel Bumba a bien géré la ville jusqu'à aujourd'hui ou pas. Donc, il faut réunir beaucoup d'éléments. Tenez, je vais peut-être vous faire comprendre une chose parce que gérer une ville dépend de beaucoup de paramètres. Il y a des décisions qui dépendent du gouvernement national, mais il y a aussi également des décisions qui dépendent du gouvernement provincial. Donc, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Au niveau du gouvernement national, nous partons du budget qui est élaboré et qui définit une ligne qui sera attribuée à la ville en ce qui concerne les routes, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais également la province. Elle a aussi à son niveau un budget qui est une ligne directrice qui lui montre voilà ce que nous aurons comme recette et voilà ce que nous allons entreprendre. Et tout cela, c'est dans le cadre des projets. Alors, lorsque on a lancé des projets et que ces projets sont en cours, je ne crois pas qu'il est aujourd'hui moment pour évaluer, dire la gestion a été mauvaise ou elle a été bonne, mais plutôt il faut peut-être attendre, voir les projets qui ont été lancés. Quand ils arriveront à la fin, est-ce que on peut aujourd'hui se dire, on peut en ce moment-là plutôt parler de résultats ou bien il y a eu juste on a dilapidé de fonds sans pour autant avoir de résultats. Donc c'est pourquoi moi je me dis, il y a possibilité d'attendre et réunir un certain nombre d'indicateurs à partir desquels on peut, de manière très objective, porter une évaluation et porter un jugement et dire le gouverneur n'a pas bien géré ou soit il a bien géré. Voilà. Comment je vois ces jours déjà la gestion de Bumba? Je ne suis pas malheureusement son porte-parole. Ici, je suis juste en train de faire une analyse comme un scientifique. Je réfléchis pour dire ceci. Le gouverneur a pris les commandes dans quelles conditions? Parce que on ne peut pas aujourd'hui chercher à résoudre un problème sans pour autant s'interroger sur son histoire. La ville de Kinshasa, juste avant la prise des commandes par le gouverneur, s'est retrouvée dans quelles conditions? Et qu'est-ce que le nouveau gouverneur a hérité de l'ancien gouverneur? Parce que nous sommes dans une logique de continuité de l'État. Alors, la situation de la ville, les immondices par-ci, par-là, les routes totalement délabrées, des trous par-ci, par-là, est-ce que ça date d'aujourd'hui? La réponse est non. La réponse est que tout ça, c'est une situation qui date de longtemps. Alors, les mesures pour remédier à cela consistent à mettre en place un projet. Parce que je reste scientifique, j'ai dit, il n'existe pas une solution à un problème social sans que cela passe par un projet. Le projet, c'est le seul moyen par lequel on peut résoudre de manière durable un problème. Et un projet, on ne peut pas le concevoir pour l'exécuter aujourd'hui et avoir le résultat aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Si je vous comprends bien, on doit encore laisser le temps à Bumba, le temps d'élaborer un bon projet pour la ville de Kinshasa. C'est ce que moi je pense. Alors, c'est pourquoi moi je me dis, la question serait de savoir quel est le projet de société que présente aujourd'hui les gouverneurs pour remédier aux problèmes de la ville. Alors, si on se pose la question sur les vrais projets, est-ce que Daniel Bumba apporte une vision? Quelle est cette vision? Cette vision-là se présente dans quel projet? Est-ce qu'il y a un projet à partir duquel on peut aujourd'hui dire, OK, d'accord, ces projets, on va le lancer, ou soit on l'a déjà lancé, et on peut s'attendre dans un timing bien précis aux résultats escomptés. Donc, c'est en fait comme ça qu'il faut réfléchir. Mais venir, parce qu'on a trouvé un trou quelque part, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, porter un jugement et dire que le gouverneur n'a pas bien travaillé, je ne crois pas, je ne partage pas cette Très bien, merci beaucoup. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Nous allons parler des consultations politiques avec le professeur Béran.
Mais cela va accoucher à un gouvernement d'union nationale. D'abord, dites-moi, comment vous voyez ces consultations? Vous croyez que ça va nous donner un bon gouvernement d'union nationale pour faire l'unité comme avait demandé les chefs de l'État? Non, mais vous savez, ici, il s'agit d'une question qui intéresse tout le monde. Lorsque la nation est attaquée, lorsque la patrie est attaquée, il ne s'agit pas d'une question individuelle. Il s'agit là d'une question qui doit fédérer tout le monde de sorte à trouver une solution de manière durable. Alors, le raisonnement du chef de l'État était clair. Il a fait un diagnostic de la situation et lui-même a proposé une solution à cela après avoir fait ce diagnostic. Il s'est rendu compte qu'il est important aujourd'hui de faire fédérer autour de lui toutes les tendances, malgré nos divergences, même l'opposition, la société civile, les églises. Donc, on s'est dit, tout le monde peut apporter quelque chose. Alors, c'est dans ces cadres-là qu'il a initié les consultations pour essayer de prendre les avis de tout le monde. Il ne s'agit pas ici à confondre avec une consultation, une série de consultations qui aboutiront juste au partage de postes. Des gâteaux, comme disent certains. Non, non, mais ici, il est plutôt question d'une consultation pour prendre les avis. On prend les avis. Voilà ce que X dit, voilà ce que Y dit, voilà ce que Z propose. Alors, sur base de cela, on peut élaborer un cahier de charges commun à partir duquel il y a possibilité cette fois-là de trouver solution de manière durable à la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Très bien. Mais est-ce, vous croyez qu'une fois ce gouvernement d'union nationale mis en place, ça peut nous aider à trouver la solution sécuritaire? Moi, je reste optimiste et je crois que c'est possible parce que le gouvernement d'union nationale, pas seulement, il vient dans un contexte de crispation politique, mais également, il vient dans le contexte très particulier qui est celui de la guerre de l'Est et un gouvernement que nous attendons et qui doit revêtir certaines caractéristiques. Exactement. Par exemple, il ne faudra pas que dans le gouvernement d'union nationale qu'on nous amène encore trop de politiciens qui viennent pour nous faire de marches politiciennes qui n'aboutiront pratiquement à rien. Mais nous voulons plutôt des technocrates, des gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont l'amour du pays, de la patrie, qui ne viennent pas pour apprendre, mais plutôt pour pas des stagiaires. Apporter. Non, non, on n'a pas besoin de stagiaires, on n'a pas besoin de ceux-là qui c'est pour la première fois d'assumer une responsabilité, mais nous avons plutôt besoin de gens qui viennent pour apporter un plus et non pour bénéficier simplement de la mangeoire, non. C'est pas ça. Voilà, très bien. Mais il y a aussi des jeunes parmi vous qui réfléchissent bien aussi, qui pensent que cette fois-ci, il faut augmenter aussi le pourcentage des jeunes. Pourquoi pas avoir aussi Michel Michoma comme ministre? Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là ont raison? Il faut augmenter les quotas des jeunes dans ce gouvernement d'union nationale. Non, mais ils ont totalement raison parce que ce sont le vieux qui ont prouvé de quoi ils sont incapables. Je pense que les vieux ont échoué pendant qu'ils étaient là. Ils Exactement. Ont bien fait. Exactement, les vieux ont échoué parce que depuis tous ces temps, ce sont les vieux qui sont aux affaires. Et ce sont les vieux qui encore aujourd'hui ont pris les armes, se sont retournés contre la République. Et là, nous, les jeunes, nous disons, le chef de l'État doit comprendre et saisir cette opportunité pour fédérer autour de lui les jeunes compétents, capables de lui apporter un plus, capables de comprendre et prendre les choses en main et faire avancer, en fait, les choses. Aujourd'hui, il y a dans cette classe de jeunes, plusieurs jeunes très compétents, très capables d'assumer des grandes responsabilités et apporter vraiment du bois à ce fait qui doit brûler plus haut. Sinon, les choses ne vont pas marcher. Comme les cas que nous avons vécu nous tous avec le ministre de la Justice, ouais. qui est aussi un jeune, voilà. un maître Constant. Exactement. Vous avez un mot à dire par rapport à sa façon de faire les choses? Non, mais moi, je loue sa bravoure, je loue sa détermination, je
son intelligence. Si on a des jeunes comme ça, 10, 15 dans un gouvernement, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le chef de l'État, il suffit juste que le chef de l'État fasse confiance à la jeunesse. Il y a possibilité de détecter dans cette jeunesse beaucoup de jeunes comme ça. Et d'ailleurs, qui peut-être feront plus que le ministre de la Justice. Il fait très bien son travail, mais il y a ceux qui peuvent aussi faire mieux que lui dans d'autres domaines, dans le domaine de la finance, de l'économie, dans le domaine des infrastructures. Ils sont nombreux qui peuvent mieux travailler et nous lançons cet appel au chef de l'État pour qu'il ne reste pas seulement figé aux anciens noms qu'on connaît déjà, qui doivent toujours revenir, c'est seulement eux. Non, on doit vraiment rajeunir la classe politique. Mais pas seulement ça, il y a un autre aspect, je voudrais vraiment mettre... Vas-y. Hausser les temps à ce niveau-là, parce que, vous savez, chaque fois qu'il y a une attente d'un gouvernement, c'est en ce moment-là que les politiciens se précipitent. Il y a des listes qui circulent ci et là. Il y a des gens qui exigent même des sommes colossales pour accéder à un poste ministériel. Je voudrais vraiment que cette fois-ci, le chef de l'État prenne toutes ses dispositions, prenne toutes ses responsabilités pour que toute personne qui lui sera proposée parce qu'il a donné une telle somme pour briguer une responsabilité ministérielle, que cette personne-là ne soit pas nommée. Sinon, cette personne viendra travailler pas pour la République, mais plutôt pour d'abord les intérêts de la personne qui l'a placée. Exactement. C'est ça que nous voyons dans des partis politiques. Exactement. Des autorités morales. Aujourd'hui, je peux vous dire, moi, c'est avec expérience que je vous l'ai dit. Il y a pas mal de noms qui circulent, il y a des propositions, il y a des gens qui se promènent avec de mallettes remplies d'argent, remplies de billets verts, juste parce qu'ils veulent chercher des postes ministériels. Or, ce n'est pas ça ce que nous attendons, surtout en ce moment très critique que traverse le pays. Nous voulons vraiment que le président use plutôt de son pouvoir discrétionnaire, allant dans le sens à détecter que le gouvernement qui va sortir soit une surprise totale. Exactement. De ce qui ne sont pas des propositions de secrétaires généraux de partis politiques, des conseillers qui font des propositions ciel, mais que ça soit des gens qui lui-même s'est choisi, les gens compétents, les gens qui ont l'amour du pays, les gens qui peuvent lui apporter un plus. Dans un bon casting. Voilà. Voilà. Si on vous posait la question sur la taille de ces gouvernements, on peut avoir combien de ministres? Non, je crois que le souci aussi, c'est celui-là. Lui-même, le chef de l'État a demandé à ce que le gouvernement, qu'on réduise les trains de vie du gouvernement. C'est dans ces contextes-là, je crois qu'il doit également voir comment diminuer sensiblement le nombre de ministres et de vice-ministres. Et il y a des ministères qui doivent être combinés. Par exemple, lorsqu'il y a d'un côté le ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme, c'est un seul ministère. Et pourquoi pas prendre le ministère des Finances et Budget, vous voyez, Finances et Budget. Pourquoi pas prendre l'économie et portefeuille, mettre ça ensemble. Donc, il y a possibilité que l'on arrive à réduire sensiblement le nombre de ministères, et cela aura un impact également sur le train de vie du gouvernement. Merci. Nous allons maintenant parler de votre projet. Vous êtes un porteur d'un grand projet sur l'amélioration des conditions sociales des militaires et des policiers. Voilà, dites-nous d'où est d'abord venue l'idée que vous puissiez faire ces projets qui parlent sur les conditions des militaires et des policiers. Merci beaucoup pour cette question très importante. En fait, je suis un jeune engagé dans la lutte contre les antivaleurs, et c'est dans ces cadres-là que j'ai réfléchi sur les grandes questions qui rongent aujourd'hui l'État congolais, et je suis un amoureux de la patrie. Et c'est dans ces contextes-là que je réfléchis pour dire pourquoi cette guerre a tant duré. C'est certainement parce que il y a d'un côté l'inertie du gouvernement, et ça fait que
ceux qui combattent au front se sentent déconsidérés, se sentent lésés. Alors, ils sont lésés pourquoi? Quelqu'un qui va au front, qui laisse sa famille et qui combat et qui peut-être arrive même à être tué, à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et sa famille reste en train de galérer. Les enfants deviennent orphelins et se lancent dans la rue, commencent à commander ci et là. Et cette personne, les autres qui sont restés n'auront plus le courage de servir sous les drapeaux. Voyez. Alors moi, je me dis, il y a possibilité de mieux faire. Mieux faire, c'est donner, essayer de relever le moral de tous ceux qui sont au front, en leur accordant une prime, la prime qui va permettre à ce que, pas seulement eux au front, ils sont très bien pris en charge, très bien nourris, ils sont en bonne santé, mais également leurs familles qui sont restées peuvent être couvertes par une forme de sécurité sociale à travers la part de ce que moi je propose comme prime qui va rester. C'est dans ces contextes-là que j'ai initié ces grands projets, les projets que j'ai intitulés les projets d'amélioration des conditions de vie de militaires au front, par l'octroi de la prime de $300 à chaque militaire, dont les $150 lui accordés directement au front et les $150 versés dans la caisse de sécurité sociale des agents publics. Très bien. Je crois bien que je vous avais reçu pour la première fois. On avait même essayé d'aborder cette question par rapport à votre projet. Mais vous avez parlé, je crois que le message a été suivi. Aujourd'hui, un militaire bien policier touche les doubles des soldes, comme on dit, des salaires. Est-ce, vous pensez que c'est toujours dans la lignée de votre souci, de votre projet, que les chefs de l'État et son gouvernement commencent à améliorer déjà les conditions des militaires avec leur salaire et leur solde? Exactement. Je suis d'un côté satisfait, mais d'un autre côté, je me sens un petit peu déçu. Vas-y. Je suis satisfait parce que je crois que ma voix a été entendue et que les décisions ont été prises juste parce que je crois que c'était juste après la sortie médiatique que j'ai faite ici sur ces plateaux, mais également à cause de la campagne que j'avais lancée dans d'autres médias aussi. Ma voix a été entendue. Les retombées sont que aujourd'hui, on a essayé de toucher par-ci par-là. On a doublé la solde de militaires. Et les policiers aussi. Et les policiers. Mais également, peut-être pour votre information, on a même accordé une prime à tous ceux qui sont au front. Oui, voilà. Oui, exactement. Donc, il s'agit là simplement d'une copie collée de ce que nous avons proposé. Mais là où je me sens un petit peu lésé, c'est un message que je lance à tous ceux qui ont décidé dans ce sens. Il s'agissait d'un projet que nous avons porté et que nous avons présenté à la place publique. Alors, l'exécuter sans l'initiateur, voilà. Il s'agit là, il s'agit d'un vol, d'un droit d'auteur. Parce que votre droit a été quand même exactement. Il s'agit volé, bafoué. Bien sûr, parce que c'est un projet que nous avons porté, nous avons présenté, nous avons défendu sur plusieurs plateaux. Vous avez passé le temps d'y travailler. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ont volé le projet ne l'ont pas exécuté comme il se doit. Je vais vous donner un exemple. Vas-y. Dans le projet que nous avons présenté, nous avons défini même le mécanisme de gestion des ressources qui seront collectées pour financer ces projets-là. Nous avions dit dans le projet que les ressources, une fois constituées, proviendront. D'abord, la source, c'est que ce sont toutes les entreprises publiques, toutes les tendances qui doivent contribuer pour constituer cette caisse de ces fonds-là. Mais comment les fonds doivent être gérés? C'est en instituant une commission indépendante. Pourquoi? Il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens, gérées par l'armée, mais dont les fonds ont été détournés. Nous avons vécu à ce genre de scène plusieurs fois, combien de fonds ont été décaissés, mais qui n'ont pas abouti à des causes pour lesquelles ils ont été détournés. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous avons réfléchi pour dire,
pour que ces fonds-là arrivent à atteindre l'objectif pour lequel ils sont décaissés, il faut qu'ils soient gérés par une commission indépendante. Et cela sous une main directe de l'IGF. Exactement. Voyez? Alors, cette fois-là, on peut, c'est dire, la commission, c'est une commission technique qui a la responsabilité d'assurer le paiement, mais aussi d'assurer le virement de ces fonds vers la caisse de sécurité sociale des agents de l'administration publique, mais également sous couvert de l'IGF, parce que tous les documents doivent être contresignés entre la commission et l'inspection générale de finances. Cela serait une façon de nous rassurer de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Il s'agit là de simples principes de base pour une bonne gouvernance. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours l'auditorat militaire qui assume la responsabilité de cette gestion de fonds. On a doublé les soldes, c'est vrai, c'est passé, mais est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a une garantie de la bonne gestion de ces fonds d'ici 3-4 mois? Parce que ce sont les mêmes généraux qui trahissent, parce qu'on doit se le dire, aujourd'hui, notre armée est fortement infiltrée. Et à cause de cette infiltration, il n'y a pas possibilité que on arrive à faire confiance encore à ceux qui assument les grandes responsabilités dans l'armée. C'est pour ça que nous réfléchissons pour dire la commission technique indépendante serait une solution sous couvert de l'IGF qui y a présenté, qui a montré de quoi elle est capable dans la patrouille financière. Je crois bien qu'on devait aussi vous associer aussi, c'est une bonne chose. Exactement. Je crois que le message est passé aux autorités qui sont censées aussi vous associer pour voir que votre projet-là doit être bénéfique. Voilà. À part ces points-là que vous venez d'aborder, vous pensez que aujourd'hui, si le gouvernement congolais s'implique réellement, est-ce qu'on doit continuer dans cet élan, même 2 ans, 5 ans, et que notre armée va devenir une armée la plus puissante, la plus forte? Certainement, il y a déjà toutes les dispositions. Déjà, avec la loi sur la nouvelle loi sur la réforme de l'armée. De l'armée, oui. C'est une loi qui presque dit tout. C'est une loi qui permet à ce que la grande partie... Les pays dépensent aussi beaucoup avec les autres militaires qui viennent en aide à chaque fois qu'on a des petits soucis sécuritaires. Oui, la loi sur la nouvelle réforme militaire de l'armée prévoit une grande partie du budget de l'armée pour l'achat de tout ce qui est investissement militaire. Ça veut dire les armes, la technologie de pointe. Donc, il y a possibilité, avec cette loi-là, si on la met en pratique, parce qu'elle a déjà été promulguée, si on la met en pratique, il y a possibilité que dans les 2 ans qui vont suivre, que nous puissions avoir une armée très forte, très professionnelle et bien formée. Parce que la loi prévoit déjà tout ça. Alors, doubler la solde de militaires, c'est déjà une façon d'anticiper ce qui a été déjà dit dans la loi. Alors ça, nous disons bravo, mais plutôt on s'inquiète sur la pérennisation de ces dispositions-là, vu qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas une confiance dans le chef de ceux qui gèrent l'armée, au vu de cette infiltration dont est victime, au point que il y a des villes qui tombent sans qu'il y ait combat. Voilà. Ouais. Mais c'est très bien par rapport aux militaires, aux policiers, mais il y a d'autres fonctionnaires qui se plaignent. On m'a même appelé au téléphone pour dire, monsieur Kaza dit, oui, c'est bien, les militaires sont servis, les policiers, mais il y a aussi des fonctionnaires de l'État qui n'arrivent même pas à toucher $300 le mois. Pourquoi vous ne parlez pas aussi d'autres fonctionnaires? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la même pour doubler la solde aussi des fonctionnaires qui touchent moins de $300, moins de 250 000 francs, excusez-moi, ou bien moins de 300 000 francs? Oui, Parce que vous êtes patriote. Exact. Oui, je vais vous faire un petit parallélisme. Vous savez, lorsqu'on est dans une maison, vous êtes parent, il arrive des fois que l'enfant vient vous dire, papa, écoutez, j'ai vu mon condisciple à l'école, on lui a acheté une voiture. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi m'en acheter?
certainement l'enfant ne sait pas n'a pas l'information sur votre niveau de revenu. Il ne sait pas le programme que vous avez. Il ne sait pas que, à part lui, il y a d'autres enfants que vous prenez en charge. Voyez? Alors, c'est vous seul qui êtes papa, qui savez que j'ai un revenu de autant, voilà comment je la loue, voilà mon budget mensuel. Alors, je ne suis pas à mesure aujourd'hui d'acheter un véhicule jouet à mon enfant. Mais lui ne saura pas ça. Alors moi, je ne voudrais pas réfléchir comme un enfant, mais je voudrais réfléchir comme un adulte, comme un parent, parce que je suis scientifique. Alors, moi, personnellement, je suis un agent de l'État. Je suis payé par l'État. Je suis chef de travaux à l'université. J'ai aussi un salaire qui est médiocre. Voyez. Mais seulement, il y a une chose. Nous sommes face à une situation d'occupation. Une guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda. Est-ce que on doit laisser ce qui est comme priorité pour s'occuper à ce qui n'est pas priorité pour l'instant? Je ne crois pas. Je ne néglige pas les autres fonctionnaires. Vous avez raison. Non. Mais plutôt, je me dis, aujourd'hui, la question de militaire, c'est une question cruciale. C'est une question primordiale et nous devons, l'État et le gouvernement doivent vraiment s'y atteler. Sinon, le pays va partir comme ça sous nos yeux. Alors, il faudra que le gouvernement comprenne que oui, bien sûr, on a doublé la solde militaire, mais ça ne suffit pas. Il faudra que les efforts continuent à être faits. Parce que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a même ceux qui se posent des questions. D'où est venu l'argent pour doubler la solde militaire? Et ces questions-là, jusqu'à aujourd'hui, restent sans réponse. Parce que au vu du plan d'engagement budgétaire, il n'y a nulle part où, dans le budget, on avait prévu doubler les salaires des militaires. Alors, pour cela, il faut accepter les efforts du gouvernement. Que malgré que cela n'avait pas été prévu dans le budget, mais ils ont quand même, ils se sont dépouillés. Ils ont fourni un peu plus d'efforts pour que l'on arrive à atteindre cet objectif. C'est que nous félicitons, mais on ne doit pas non plus croiser le bras, dire que c'est fini, mais plutôt on doit se rassurer que on doit continuer pour satisfaire aussi les autres domaines. Par exemple, le médecin, les enseignants, qui sont les domaines, les infirmiers, qui sont des domaines très importants des secteurs de la vie sociale. Surtout vous, les enseignants et les médecins et les infirmiers. Exact. Ce sont les secteurs très importants, les secteurs clés de la même. santé. Oui, oui. Il s'agit là de secteurs clés de la vie sociale et on doit réfléchir très bien pour parvenir à améliorer aussi leurs conditions de vie. Sinon, c'est une catastrophe également. Mais quelque part, c'est là où j'arrive quand même à applaudir ces gouvernements. Par rapport aux militaires, c'est quand même quelque chose de bien. Je pense que pour les autres fonctionnaires, ça viendra aussi parce que nous gardons espoir qu'après cette guerre qui nous a été imposée, nous pensions que le gouvernement va aller encore très loin pour les enseignants, pour les infirmiers, les médecins. Donc, ces deux secteurs-là, de l'éducation et de la santé, c'est aussi capital, comme vous venez de le dire. Exact. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Michel Michoman, cadre scientifique, jeune leader, scientifique, vous réfléchissez très bien pour ces pays, patriotes que vous êtes. Et si on vous demandait de dire un mot au chef de l'État, ou soit à son entourage, parce que beaucoup se plaignent, ils disent que le chef de l'État a une vision claire pour ce pays, mais il est très mal entouré. Que diriez-vous? Non, je partage le même avis. Le chef de l'État, c'est un patriote. Moi, je le soutiens à 100% dans ses initiatives, dans ses idées, mais seulement il doit s'entourer de gens qui portent à cœur sa vision, qui partagent la même vision que lui. Il doit s'entourer de technocrates, de gens qui ne viennent pas pour faire un stage professionnel, mais plutôt pour trouver solution aux problèmes du pays. Il doit s'entourer, j'allais dire, des jeunes qui encore ont la possibilité de tirer les raisonnements un peu plus loin, de s'adapter aux nouvelles technologies, parce que nous sommes dans un environnement qui est en
pleine évolution et on ne doit pas non plus faire abstraction. On parle même de l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle qui est un aspect à ne pas négliger dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y a le plan du numérique qui a été adopté, qui a été promulgué, la loi sur le numérique. On doit mettre tout cela en pratique. Alors, je crois que s'il faut dire un message, lancer un message au chef de l'État, je lui dirais, nous attendons trop, nous attendons beaucoup de ce gouvernement d'union nationale. Alors, il faudra qu'il arrive à faire un petit peu abstraction sur la politique, mais qu'il fasse que toutes ces décisions prennent l'ascendance sur la politique pour se positionner beaucoup plus sur l'aspect technique et faire confiance aux technocrates de sorte à apporter des solutions aux problèmes du pays. Apporter des solutions aux problèmes du pays, voilà, c'est le mot de la fin de notre invité, Michel Michoma. Il est cadre scientifique, jeune patriote, mesdames, messieurs. Vous l'avez suivi et je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura toujours un besoin, on va l'inviter sur ces plateaux. Voilà, ça en est fini ici. Nous vous disons merci et continuez à nous suivre. Vous ne serez pas déçus. Au revoir.